Autrefois, on se disait, va à l'université, c'est important, c'est ça qui va sauver ta job, l'économie du savoir. Puis l'AI a juste turn the table assez rapidement par rapport à ça, où les jobs les plus à risque, c'est les jobs de col blanc, puis les jobs les moins à risque, c'est les jobs de col bleu. Intéressant. Là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. C'est les robots humanoïdes, je sais pas si vous avez regardé Tesla, mais les robots humanoïdes, ça va être... Là, on va attaquer les cols bleus avec des robots humanoïdes avec l'IA dans la tête du robot. Ouais. Fait que là, c'est encore limité. Si on regarde les figures de ce monde, ou même Tesla, là, fait que c'est pas encore très puissant comme job. Là. Fait que tu ne rends pas se pencher dans un toit puis travailler, mais il commence à faire des tâches de base qui étaient impensables pour un robot il y a quelques années. Fait que ça va s'accélérer aussi. Fait que le changement s'en vient beaucoup plus vite que les gens pensent. Puis les robots Tesla, c'est l'année prochaine. Puis sachant que les robots sont en retard sur le reste, ben ça fait quand même une bonne différence. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Kevin Moore de l'entreprise Vouban. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, Kevin. Toujours à mes côtés, mon associé, mon co-animateur, mon ami Normand Chadwick. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le plateau et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finance Humaine et on donne des conseils financiers à des entrepreneurs du Québec, des gens comme Kevin. Kevin, on va lire un petit peu ta bio rapidement. Alors, aujourd'hui, on accueille Kevin Moore, président et fondateur de l'entreprise Vouban. Vouban, c'est une firme technologique de Québec en pleine croissance. Vous êtes spécialisé en intelligence artificielle. Jamais entendu parler de ça. Visionnaire, Kevin a transformé Vouban en une entreprise de plus de 200 personnes qui révolutionne les secteurs comme l'assurance, la finance, le manufacturier et plusieurs autres que tu nous as nommés en coulisses. Derrière l'algorithme, il y a un leader humain, engagé et ambitieux. Bienvenue, Kevin. Merci de me recevoir aujourd'hui. Très apprécié. Alors, Kevin, tu nous as raconté, d'une part, tu as fait tes études en informatique essentiellement ou en sciences des technologies ou quelque chose comme ça. Tu as été habité 6 mois au Panama par la suite pour ouvrir tes horizons, comme tu l'as dit. Tu nous as parlé d'un passage assez important dans ta vie dans le ministère de la Défense. Donc, parle-nous un peu de ces débuts-là de ta vie pour qu'on te positionne un peu dans qui tu es et de où tu viens. Parfait. Ben, en fait, c'est simple. Depuis que je suis jeune, je pense, j'ai quand même eu toujours un peu l'entrepreneuriat en moi. Depuis que je suis jeune, comme on disait tantôt en coulisses, mon grand-père avait un magasin général. J'ai jamais connu le magasin directement, mais je pense que ça l'a comme quand même descendu dans les gènes à quelque part. Puis quand j'avais, je pense, 8-10 ans, on avait été dans un marché aux puces avec mon père. Puis j'avais dit à mon père, hey, achète-moi ces cartes postales-là du pape. Puis mon père comprenait pas trop pourquoi j'ai demandé ça au final. Pourquoi tu veux des cartes postales du pape? Ça n'a comme pas rapport. Fait qu'ils les a achetées pareil. Ça coûtait genre 2 piastres. Fait qu'il me les a achetées. Puis quand je suis revenu chez nous, je suis parti avec mon bicycle à pédale. Je suis parti avec ma boîte de cartes postales du pape. Puis je suis allé dans les résidences de personnes âgées au village. Puis j'ai cogné à chaque porte pour dire, voulez-vous une carte postale du pape? Que je vendais 1 piastre chaque. Fait que j'ai dû faire 500 piastres cette journée-là. C'est juste à en vendre 1 à 2 piastres chaque. Ça, j'avais payé à la boîte 2 piastres. Ça fait qu'on a vendu, je me suis promené dans le village, toutes les résidences de personnes âgées, toutes les places où je savais qu'il y avait des personnes âgées. Fait que tu sais, déjà là, un petit embryon d'entrepreneurship. Même chose quand tu vas au secondaire. On avait parti le programme de football à l'école secondaire. Fait que tu sais, des projets très entrepreneurial. Comme tu dis, j'ai étudié en informatique là, au cégep de Lévis-Lauzon avec mon DEC. Puis quand j'ai terminé ma formation, j'ai décidé de partir en Amérique centrale. Fait que me lancer dans le vide. Je parlais pas espagnol. Je connaissais rien. J'ai eu 1 semaine de cours d'espagnol, 5 vaccins, embarqué dans un avion, je suis parti. J'ai dit, je vais l'apprendre. Fait que je suis sauté là-bas. On a appris beaucoup, j'ai appris beaucoup. C'est quand même le fun. Ça a quand même été une belle expérience où tu sors de ta zone de confort puis tu t'apprends à vivre dans l'inconnu. Puis quand je suis revenu, là, j'ai parti ma première compagnie. Avant d'aller dans le ministère de la Défense, travailler au ministère de la Défense, j'ai parti ma première compagnie au retour du Panama. Pendant 1 an,
un an ou deux peut-être. Là. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette... OK. Ben, c'est une compagnie qui ressemblait un peu à Vauban comme on a fondé en 2011, mais au début, on a commencé à faire des logiciels sur mesure en 2001. Puis, à travers ça, on a travaillé avec l'ADQ pour développer un logiciel d'élection. On a rencontré Mario Dumont puis tout ça pendant les partiels. Dans le temps où l'ADQ a été hot là, au Québec pendant une petite période de temps. Fait qu'on avait développé un logiciel d'élection, on avait travaillé fort, on avait vendu tous ceux-là de la région de Québec qui ont tous gagné leur siège. Puis on n'était pas prêt pour les partiels du Lac-Saint-Jean. Fait que là, le gars a donné son logiciel pour les partiels. Fait qu'ils ont ramassé une grosse partie de ces ventes-là à cause de ça. Fait que bref, on a fini par vendre ça au Parti libéral, grosso modo, comme logiciel. Puis après ça, je me suis en allé là, au ministère de la Défense. Là, en fait, des centres de recherche de l'armée, là, des RDC qu'ils appellent, les RDDC, là, les Research Center Development Canada, pour justement faire des systèmes de commandement et contrôle puis de renseignement au niveau de l'armée canadienne, mais vraiment sur les prochaines versions des systèmes. Tu as les systèmes actuels, puis nous, on faisait la recherche puis l'exploration pour les systèmes d'après. Fait qu'on a fait ça j'ai fait ça pendant longtemps. Peut-être 6-7 ans, à me promener un petit peu partout, là, à aller faire des exercices militaires, à démontrer ce qu'on faisait comme techno. Fait qu'on est allé en Angleterre, on est allé beaucoup dans l'Ouest canadien tous les mois quasiment. Aux États-Unis, on est allé travailler avec General Dynamics, les Boeing de ce monde. Fait qu'on a fait une belle ride overall dans tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, quand je regardais le marché au Québec, puis je regardais mes chums dans quoi ils travaillaient, puis j'étais comme, mais il me semble, on fait des affaires cool que vous faites pas. Fait que je pense qu'on est capable d'amener ça au niveau de nos entreprises. Puis c'est comme ça qu'en 2011, j'ai fondé Vauban en 2011 avec mon cofondateur à l'époque. Fait que c'était quoi le besoin que tu as vu? Si je comprends bien, c'est un peu tout ton passage au ministère de la Défense. Tu as vu que des choses intéressantes que vous avez fait là, à ce niveau-là. C'est quoi le besoin que tu voyais, que tu voulais combler pour les entreprises? Il y a beaucoup de... Je te dirais... On n'est pas très automatisé au Québec encore aujourd'hui, malheureusement. Puis à l'époque, on le voyait c'était encore pire. Puis ce qu'on faisait en défense, on était vraiment cutting edge de tout ce qui sortait comme technologie. Puis là, j'étais là. Pourquoi personne amène cette culture d'innovation-là ou cette culture de on va amener de la technologie rapidement dans nos entreprises au lieu d'attendre 10 ans? Tu sais, je veux dire, en 2010, tu n'avais pas d'e-commerce. La bulle du e-commerce, c'était en 2000. Au Québec, pendant la pandémie, il y a du monde qui n'avait pas de site web, là, qui n'avait pas de store e-commerce. Ça fait qu'on part de loin. Là. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est des affaires simples. Mais quand on parle de systèmes beaucoup plus complexes de gestion, tu parles à des compagnies aujourd'hui, des fois, le ERP, là, c'est soit les ERP des années 80. Ils n'ont jamais réinvesti là-dedans. Ou ils n'en ont pas pantoute. Ou c'est des fichiers Excel. Fait que quand on voyait ça, que la technologie avançait super vite, puis que dans l'entreprise privée, ça bougeait pas tant vite, on s'est dit, il y a une opportunité là de faire notre place, puis d'aller être un moteur d'innovation. Puis c'est un peu notre mission là, de rendre nos entreprises plus productives. Là, fait que ça a été ça un peu le déclic. Là. Fait que ça a parti comment en 2011? C'était quoi, mettons, ta première semaine, ton premier mois, ta première année? Conte-nous les premiers balbutiements de tout ça. On est entièrement bootstrap. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas pris de financement externe du tout quand on a parti la compagnie. Ça a commencé, on était deux qui travaillaient à la défense. On s'est dit comment on part ça, par où on prend comment on prend le taureau par les cornes, là, comment on part ça. Je n'avais déjà parti une avant, mais là, tu te dis, bon, ça fait 10 ans, fait que là, il faut que je rembarque comment on part ça. Puis on s'est dit, on va le faire comme il faut, on va prendre le temps de faire notre branding, notre marketing, toutes nos affaires avant, tout préparer nos systèmes avant de commencer à engager nos premiers employés. Puis finalement, on a eu des opportunités qui nous ont frappés. Juste en disant qu'on allait se lancer puis que ça partait, on a eu des opportunités qui sont arrivées. Fait qu'on les a saisies. Les premières payes, là, on faisait des chèques puis des avances parce qu'on n'était pas prêts. On n'était pas rendu là. Fait qu'on faisait juste, regarde, on va faire les vraies payes plus tard, puis on a parti de même. Rapidement, la première année, on est passé je pense qu'on a commencé à 2, après ça, on a passé à 8. Fait que ça a quand même monté relativement rapidement, là, 2, 8, 15, de fil en aiguille avec les différents contrats qu'on a eus. Puis au début, c'était plus des contrats de consultation, là, amener notre expertise puis aller chez le client pour vraiment regarder. Fait un petit peu ce que tu ferais chez KPMG McKinsey, mais à un niveau différent.
Puis ça nous a permis de nous bootstrapper, de générer assez de revenus pour justement là faire ce qu'on voulait faire pour vrai, c'est-à-dire travailler en mode projet, puis travailler à livrer des solutions qui ont de l'impact puis de la valeur. Puis c'est ce qu'on a fait en 2014. On a ouvert nos propres bureaux à Québec, là, sur de Bourgogne. Un an après, on agrandissait déjà parce que c'était trop petit, fait qu'on prenait un autre local déjà là. Puis là, de fil en aiguille, ça a grossi comme ça. On a fermé tout ce qui était consultation, on a fermé ça, je pense, en 2016. On a arrêté complètement de faire ça. Puis après, ben là, on a tombé à partir de 2017, là, ceux qui se rappellent, il y avait Element AI à Montréal. Quand vous arriviez à Montréal, là, c'était marqué Montreal AI, puis c'était bien gros de ce côté-là. Ça a été très big, là. Il y avait de l'argent de Microsoft, de Google dans Element AI. Ils ont fait beaucoup de recherches fondamentales. Ils n'ont jamais réussi à trouver de produits. Puis ils ont été finalement rachetés par ServiceNow. Puis ça, c'est comme mort là. Mais nous, au même moment, au lieu de prendre l'angle de recherche, on est allé prendre l'angle d'IA appliquée. Donc, avoir de l'IA qu'on déploie réellement dans nos organisations. Fait qu'on a commencé à faire ça en 2016-17. Les gens ne nous croyaient pas au début. Là. Quand tu leur dis oui, l'IA, ça marche, ben les gens ne croient juste pas. Fait que tu fais des démos, mais ça doit être scripté, votre affaire, ça marche pas. Puis là, ben, de plus en plus, les cartes graphiques devenaient meilleures, les modèles devenaient meilleurs. Fait que nous autres, on travaillait avec les universités, on s'assurait de voir tout ce qui sortait comme modèle. Je pense qu'il a accéléré, la pandémie, ça a accéléré beaucoup de choses, étrangement. Les gens se sont rendus compte des entreprises qui avaient besoin de staff ou de solutions pour pas avoir de monde dans les usines. Vu qu'il y avait moins de monde disponible, pénurie de main-d'œuvre, ça a fait une grosse pression là-dessus. Fait que là, l'automatisation est devenue super importante. Fait que là, comment tu maximises ta production, comment tu remplaces des emplois par de la technologie. Fait que ça a donné un bon coup de main. Puis 2022, qui est l'avènement de ChatGPT, la première version, là, c'est vraiment ça qui a comme réveillé un petit peu tout le monde quand les gens ont commencé à jouer avec. Puis ont fait « Oh, OK, ça marche. » Puis je peux vraiment poser des questions. Oui, il y a des hallucinations puis tout ça. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a comme vraiment marqué l'imaginaire. Puis les gens ont dit « OK, l'IA, c'est pas juste de la magie. » Souvent, au début, les gens, n'importe quelle technologie trop avancée, les gens pensent que c'est de la magie. Fait que là, c'est devenu « OK, c'est pas de la magie, ça marche. Oh, ouais. On peut l'utiliser. » Puis là, ça a fait tourbillon. Mais là, aujourd'hui, ben là, c'est juste fou la vitesse à laquelle ça va. Là. Chaque semaine, tout ce qui sort, c'est incroyable. Puis là, on rentre à peine dans le monde de l'agentic, là. Fait que les agents, fait que les travailleurs digitaux. C'est là qu'on s'en va. La prochaine étape, c'est d'avoir des travailleurs digitaux. Vous allez écrire dans Teams, vous allez donner une commande. Hey, tu peux-tu me vérifier de ce contrat-là? Tu peux-tu me passer cette commande-là? Tu peux-tu assurer que les stocks sont à jour partout? Il va partir, il va faire sa job. Il va faire la job que quelqu'un aurait faite historiquement. Donc, on arrive là, dans ces eaux-là. On peut déjà faire ça aujourd'hui. Puis là, ça dépend qui investit en premier, puis ça va être qui les leaders de demain, puis on est là. Mais la technologie aujourd'hui est là pour faire ça. Tantôt, tu as dit autant pour Wooban que pour à peu près tout le monde, mais je veux t'entendre un peu par rapport à Wooban. Tu as dit que c'est vraiment une opportunité épouvantable et en même temps une menace tout aussi effrayante. Exact. Ben, tu sais, ça a été bon là, depuis la pandémie puis tout ça. Fait que ça, j'ai rien à dire. L'IA, les visionnaires en ont acheté, puis ça a été super bon pour nous autres, puis il y en a encore en avant de nous autres. Par contre, l'IA, ça écrit, c'est très connaissant. Comme on disait tantôt, on est au niveau peut-être PhD level à bien des niveaux. Il faut que tu saches bien l'orienter puis bien l'encadrer. Mais quand c'est fait, tu peux aller chercher vraiment beaucoup de productivité. Fait que l'IA, d'écrire du code, d'écrire du document ou d'écrire dans ChatGPT votre réponse, ça reste la même chose. Puis nous autres, ce qu'on fait au final, quand on écrit un modèle d'IA, ben oui, on réfléchit aux paramètres, on réfléchit à ce qui va se passer, mais la poutine de l'écrire, les mains, là, ben c'est ça qu'on vient remplacer. Fait que tu sais, moi, sur 200 employés, on en a des mains, là, du monde qui programme. On a du monde qui pense. Fait que là, présentement, les gens pensent et écrivent. On va se ramasser dans une ère où les gens vont penser, ils vont écrire des spécifications à haut niveau, puis la machine va faire le boilerplate qu'on appelle là, la job plus monkey coding, qu'on peut dire. Là. Fait que la job plus plate ou plus longue de juste venir traduire. Parce qu'en informatique, on fait quoi? On traduit un besoin d'affaires en langage machine pour que la machine le comprenne. Puis l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ben moi, le langage machine, je vais te l'écrire. Fais juste me dire ce que tu veux, puis je vais te l'écrire comme il faut. Fait que là, le défi devient à dire, ben on va maximiser ce qui est dans la tête des gens sur
comment bien bâtir ces systèmes-là, c'est quoi le problème d'affaires, c'est quoi le processus que tu veux régler, puis comment tu veux bien le faire techniquement. Puis là, on va écrire ça, puis après ça, le reste, la traduction va se faire de façon automatique. Fait que ça devient quand même un changement qu'on appelle un paradigm shift qui va arriver en avant de nous autres. Puis ça se transpose dans les avocats. N'importe quel domaine va frapper son moment. Mis à part probablement un plombier puis un électricien dans le soffit, peut-être dans le plancher, dans le toit d'une maison. Tu sais, autrefois, on se disait, va à l'université, c'est important, c'est ça qui va sauver ta job, l'économie du savoir. Puis l'AI a juste turn the table assez rapidement par rapport à ça, où les jobs les plus à risque, c'est les jobs de col blanc, puis les jobs les moins à risque, c'est les jobs de col bleu. Intéressant. Là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Là. C'est les robots humanoïdes. Je sais pas si vous avez regardé Tesla, mais les robots humanoïdes, ça va être... Là, on va attaquer les cols bleus avec des robots humanoïdes avec l'IA dans la tête du robot. Ouais. Fait que là, c'est encore limité si on regarde les figures de ce monde, ou même Tesla. Là. Fait que c'est pas encore très puissant comme job. Là. Fait que ils ne vont pas se pencher dans un toit puis travailler, mais ils commencent à faire des tâches de base qui étaient impensables pour un robot il y a quelques années. Fait que ça va s'accélérer aussi. Fait que le changement s'en vient beaucoup plus vite que les gens pensent. Puis les robots Tesla, c'est l'année prochaine. Puis sachant que les robots sont en retard sur le reste, ben ça fait quand même une bonne différence. En 2016-2017, Kevin, tu étais clairement là, en avant de la vague, comme on dit. Tu as même dit tout à l'heure, écoute, les gens, on leur présentait des choses puis ils pensaient presque que c'était de la fumisterie ou de la magie. Comment tu qualifierais, je te dirais, cet accueil-là ou le fait que les gens attendent toujours qu'il y ait des preuves concrètes, qu'on n'investit pas nécessairement quand on devrait investir, qu'on attend finalement. Tu l'as dit tout à l'heure un peu en coulisses, mais on le sait, on a toujours des rapports là-dessus sur la productivité de nos entreprises, l'innovation, l'investissement. Mais là, toi, tu es sur les premières lignes. Là. C'est quoi ton regard là-dessus? Tu sais, on est 29e sur 30e dans l'OCDE au Canada. Puis si ça continue comme ça va prendre 30 ans avant de renverser la vapeur. Ça va être très difficile. Là. On dit qu'on est dans une société développée, là, mais il y a les autres. Je sais pas si vous voyez à quel point ça va vite en ce moment, l'IA. Puis ça tombe aussi dans le monde géopolitique. Là. Je vais revenir à ta question, mais si vous voyez la Chine, la quantité de milliards qu'ils ont investi, les États-Unis avaient annoncé un investissement de 500 milliards sur les centres de données pour les cartes graphiques. Ils veulent rapatrier NVIDIA aux États-Unis. Vous avez peut-être tous vu cette guerre géopolitique-là, de la France qui a annoncé 124 milliards d'investissements. Ils nous avaient invités d'ailleurs à leur lancement. Là. Macron nous avait invités à leur lancement là-bas. Fait que tous les pays souverains sont dans une course en ce moment. C'est comme une course à l'armement nucléaire, mais c'est une course à l'AGI qu'on appelle. Là. C'est à l'IA générale. Puis une IA qui va comprendre tout puis qui va être capable de tout faire. Fait que le pays qui détient la plus grosse capacité en IA va avoir le plus gros edge sur la planète, de ce côté-là. Puis là, on ramène ça à notre niveau à nous autres. On arrive dans nos entreprises, puis ce qu'on voit le plus souvent, c'est, en tout cas au Canada, là, au Québec même, c'est notre aversion. On a comme une aversion à un certain risque. On est très entrepreneur, on lance des projets, on a des bonnes idées, mais quand vient le temps, des fois, d'investir sur des ROI, ou dans la technologie qu'on connaît pas, peut-être par peur parce qu'on connaît pas ça, on dirait qu'on est toujours frileux. Puis le coût de l'opportunité, le coût de pas le faire est beaucoup plus grand que le coût de le faire. Fait que tu sais, oui, des fois, ça peut coûter cher. Là. Puis tu peux te dire, hey, mon Dieu, je vais investir là-dedans, puis ça va me coûter cher. OK. Mais si tu n'investis pas, qu'est-ce qui arrive? Ton compétiteur l'a fait, puis ses marges viennent de monter de 40% ou 30%. Pendant ce temps-là, lui, après un an que son projet est fait, là, ça va y prendre... Tu sais, nous autres, nos projets prennent entre 0.5, 0.6 ans à 1 an et demi à se repayer en ROI. Là. Fait que, tu sais, pendant le temps que toi, tu n'as rien fait, l'autre qui a passé 1 an et demi, après ça, tout ce montant-là d'argent, il reste dans ses poches. Puis il peut réinvestir. Puis mettons qu'il le fait 2 fois son cycle avant que toi, t'en fasses un, là. Ben, guess what? Il est vraiment plus productif que toi. Il génère beaucoup plus d'argent que toi. Fait que quand il va venir pour t'acheter, ben, il va t'acheter à rabais parce que, lui, a la capacité, il va te dévaluer parce que t'as pas la technologie. Puis là, on parle juste au Québec. Mais quand on va arriver avec les Américains puis les autres qui vont arriver pour t'acheter, leur devise vaut 25% de plus. Ils sont 30-40% plus productifs. Ils vont t'acheter pour eux, ça va être une bouchée de pain. Parce qu'ils vont te dire, ben, je vais t'écraser ou je t'achète, qu'est-ce que tu fais? Mm-hmm.
Fait que là, c'est là où on dirait qu'on est, on a comme une aversion au risque qu'il faut comme changer parce que, ou en fait, ou mettre en lumière, là, le risque est rendu plus grand de ne rien faire que de dépenser, tu sais, pas de dépenser, mais que d'investir ces montants-là. Là. Fait que c'est quand même, une bonne réflexion à avoir. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est quand même une prise de conscience majeure ou importante là, que tu viens de mentionner. Qu'est-ce qui on a de la misère au Québec avec ça. Hein? On a, tu sais, un mois, j'étais avec on avait une retraite des chefs, des dirigeants des compagnies en portefeuille de la Caisse de dépôt. Là. Puis c'était un des constats, puis un des conférenciers qui disait ça, il disait si vous faites rien, analysez donc ce qui se passe si vous faites rien. T'sais, sur quelle trajectoire vous allez, puis regardez ce qui se passe sur la planète, à quelle vitesse ça va. Puis faites juste regarder ça, comme devoir. Là. Fait que si je peux donner un devoir à tout le monde, faites ça, puis regardez. Fait que des fois, on dit ça me touchera pas. OK, maintenant tu dis moi j'ai une usine, je produis peu importe quelle affaire, quelle pièce. OK, le gars qui vient optimiser sa production, puis ses machines, puis la quantité de choses qu'il peut produire, maximiser son matériel, maximiser l'output de chacune de ses affaires, s'il gagne 20%, demain matin, toi, ce 20%-là, tu l'as pas. Après ça, il automatise son assurance qualité, que là, toi, tu as 5-6 personnes pour faire ça, 100% automatisé. Après ça, il automatise la prise de commande automatique. Fait que là, tu as 3-4 personnes dans tes bureaux que tu n'as pas, mais additionne ça, ces salaires-là, là, à la fin de l'année, là. Mais là, sur 2 ans, c'est beaucoup d'argent. Là. Fait que ton projet va se repayer rapidement, mais après ça, la machine que ça crée, c'est une machine de guerre qui va être dure à rattraper. Là. On ne sait pas ce qu'on connaît pas, Kevin. Fait que les entrepreneurs qui nous écoutent, là, il y en a qui vont dire, écoute, moi, je suis dans mon quotidien, je fais ma poutine, je fais mes affaires. Tout ce que j'entends de Kevin aujourd'hui, oui, je m'en doute, mais je vais chercher cette information-là où? C'est-tu la responsabilité des chambres de commerce, du gouvernement, c'est-tu ma responsabilité à titre d'entrepreneur ou je vais chercher cet edge-là, ce levier-là pour comprendre ça puis dire, écoute, moi, j'ai besoin de faire ce pas-là puis je le fais. Là. Ben, tu as définitivement une responsabilité personnelle aujourd'hui. C'est trop important pour que tu le considères pas et que tu t'y intéresses pas. Mm-hmm. Fait il y a tellement de choses qui sortent puis ça devient tellement majeur sur l'entièreté de l'économie. Regardez en bourse. Là. Fait que fais juste regarder en bourse là, les valorisations des grosses compagnies puis ceux-là qui investissent en IA. Là. Il y en a qui vont dire c'est une bulle. Non, c'est pas une bulle, mais en même temps, l'IA, ça donne des résultats. Fait que c'est pas une bulle parce que ça donne des résultats. Est-ce qu'il y a une surchauffe? Probablement. Mais c'est définitivement pas une bulle parce que c'est pas vide puis il va y avoir des choses à la clé de ça. Après ça, tu dis, il y a 1000 sources d'informations. Fait que là, par où je m'y prends. Fait que là, en ligne, il y a déjà des mailing lists que tu peux déjà t'abonner qui vont te donner un résumé de ce qui s'en vient. T'sais, des compagnies comme nous autres, on est là pour ça. T'sais, nous autres, c'est ça qu'on fait, puis on en fait des centaines de use cases, puis on donne des cas très concrets. Fait que là, nous, c'est exactement notre approche. On va vous voir, on va marcher votre business, puis on vous dit, là, tu pourras en mettre, là, tu pourras en mettre, ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Puis on regarde avec toi, c'est quoi le ROI de chacune de ces choses-là. Si tu rentable, si tu pas rentable, tu te payes en combien de temps. Que c'est pas le bon premier projet, on va commencer par celui-là. Lui, il va se payer en 6 mois, puis après ça, on va faire lui, puis là, il va se payer là-dedans. Puis il y a énormément d'argent disponible aussi dans au niveau du gouvernement, là. Tous les programmes comme Scale AI et autres là, que tu peux subventionner jusqu'à 30-40% du coût de ton projet gratuitement. Là. Ils vont te rembourser 30 à 40% du coût de ton projet. Fait qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Puis somehow, les gens hésitent encore. Fait, je peux te dire, tu as un projet qui va te donner un ROI sur 7, 8, 9 mois, puis en plus, je t'en paye 30%, puis le monde sont encore sur le sideline, puis ils disent je suis risqué, la techno, je suis pas sûr. Mais tes rencontres, toi, ces gens-là, là, ce sont tes clients. Là. Nous, les entrepreneurs, exact. C'est notre pain et notre beurre, c'est ça qu'on va faire tous les jours. C'est quoi leur motivation ou leur non-motivation à encore hésiter? Parce que je veux dire, tu dois être un agent assez puissant, là, toi, quand tu rentres dans une société, puis tu leur démontres ce que tu notre mission, c'est de les transformer au complet. C'est ça. C'est tout le temps le cas. Mais je te dirais souvent, comme on disait tantôt, c'est le risque, pas le risque, là, mais le prix puis le montant que ça coûte au final. Parce que des fois, on pense que ça vaut 20 000 $. Ça coûte pas 20 000 $, on va se le dire, ça coûte pas 20 000 $. Puis des fois, oui, ça peut te coûter 600 000 $. Là. Ça peut te coûter 1 million. Mais tu sais, si ton ROI est sur 9 mois, les gens accrochent dans le chiffre au lieu d'accrocher dans leur ROI. Je te dirais que c'est ça. Majoritairement, les clients qui avancent avec nous autres, c'est parce que ça, ils l'ont compris. Fait que là,
nous, quand on travaille avec eux autres, on travaille avec les gens qui ont compris de ce côté-là, mais souvent, ceux qui le font pas, ça va être ça. Ils vont trouver ça cher. Soit ça, ou c'est sûr que c'est exigeant quand même sur leurs équipes, parce qu'au final, là, on sort de l'info de la tête des gens, puis de comment ça a été fait toujours, puis là, on l'amène dans la machine. Fait que c'est sûr qu'on va taxer les gens pendant une période de temps pour aller sortir ce savoir-là, sortir cette expertise-là, pour être capable de bâtir l'IA en question. Puis là, des fois, ils sont soit débordés, ils n'ont pas le temps, ils sont pas capables de libérer leur argent, fait que là, ils sont pas capables, ils trouvent que ça coûte cher, puis là, ils sont comme, c'est too much. Mais en même temps, comme on disait tantôt, comme entrepreneur, c'est leur job de trouver une solution à ça, là, parce qu'ils vont s'en aller dans un mur dans pas si long que ça. J'aimerais ça que tu nous partages. Kevin, je trouve que tout ce que tu mentionnes, je trouve ça super intéressant. Fait que si on vient un peu à ta business, j'aimerais ça que tu nous partages un exemple d'un dossier excitant où est-ce que, justement, il y a un entrepreneur qui vous a fait confiance, il a été obligé de garrocher 1 million dans un projet ou peu importe combien. Le staff a été paralysé ou en tout cas, tu sais, taxé. Ouais, j'aime ton mot, taxé pendant plusieurs mois là-dedans, mais que finalement, ce passage-là amène toute l'équipe et tout le projet au prochain niveau. Peux-tu nous partager un exemple qui serait intéressant et qui est peut-être un exemple breakthrough pour ta business en même temps? Oui, il y en a plein. Tu sais, souvent, c'est un qui est très visuel, là, qui est facile à comprendre. Après ça, je dirais peut-être dans d'autres qui sont plus plus complexes. C'est un qu'on a fait à l'époque, ça fait quand même longtemps, mais c'est celui-là de patates Dolbec. Fait que tu sais, des patates que tu recueilles, puis qu'il faut que tu analyses. Fait que tu sais, en ce moment, tu avais du monde qui triait les patates. Tu avais un trieur optique qui marchait une fois sur deux. Puis après ça, il est obligé de mettre du monde en arrière. Puis là, tu tries les patates avec tes yeux puis tes mains. Fait que là, tu as plein de tendinites. Le temps d'attention d'un humain, après 8 minutes, tu commences à plus voir ce que tu devrais voir. Puis, grosso modo, on est venu modifier la machine, on a rajouté des caméras, on a fait des modèles, on détecte 40 maladies de patates sur 40 variétés de patates de façon automatique. On a pris le contrôle de la machine, puis là, ça se fait en continu, comme tu veux. C'est la machine qui le fait maintenant, t'as plus personne qui est en arrière. Fait que là, t'as sauvé plein de jobs que tu peux envoyer ailleurs dans l'entreprise. Fait que là, ta pénurie de main-d'œuvre s'estompe parce que ces gens-là sont déjà dans l'entreprise, t'es connais, sont formés, connaissent ta business, mais là, tu les envoies ailleurs, faire d'autres choses de plus valorisant. Puis, l'autre bord, tu viens régler ça. Fait que tu sais, ça, c'est un IA qui est assez simple, assez facile à comprendre pour tout le monde. On en a fait chez Canam avec l'inspection de soudure, qui est sensiblement la même affaire. On a fait Grugué, qui est au niveau de toute la... T'envoies quelle grue où au Québec en fonction de la demande, en fonction des compétences, des cartes, puis de tout ça. Là, fait que t'as un paquet de variables puis de contraintes qui rentrent en ligne de compte. Ça, t'es plus dans le spectre de la recherche opérationnelle, là, qui est un des types d'IA. Fait que là, à travers toutes ces contraintes-là, c'est quoi le meilleur dispatch de tes grues puis tes chauffeurs le lendemain matin? Parce que, tu sais, les calls rentrent jusqu'à 6 heures la veille, puis là, demain matin, tu t'en vas où? Puis c'était pas rare avant que tout était papier, fait que là, une grue sortait de l'île de Montréal, puis il y en a un autre qui rentrait sur l'île de Montréal, mais tu sais, au lieu de prendre la grue de Montréal, mais là, tu sais, il y en a 500 grues, là. Fait qu'à un moment donné, le gars qui l'assigne, il sait pas, il dit, moi, j'en ai une disponible ici, je vais t'envoyer ça là. Mais il y avait pas une maximisation de la flotte, puis comment tu vas bien utiliser ça, là, de façon automatique. On en fait, là, on en commence un justement dans les maritimes pour l'analyse de la croissance des poissons. Mais tu sais, c'est tellement varié là, que ce qu'on va aller chercher. On fait un autre qui est très parlant qu'on vient de finir puis qui est en production là, c'est Aéromag. Donc, tout le dégivrage des avions, principalement, majoritairement au Canada, Denver, Chicago, Boston, Londres. C'est Aéromag qui fait ça. Puis, avec Aéromag, on est venu faire les modèles de prédiction de, OK, je vais avoir combien d'avions, quel avion, c'est quoi la météo à très court terme qui va s'en venir sur le pad de de-icing, c'est quel truck que j'envoie où, c'est quoi la quantité de glycol. Puis là, tout ça est géré de façon automatique par l'IA qui fait ses prédictions très micro, là, sur un horizon de temps très petit, pour être capable de de-icer le plus d'avions possible, de dégivrer le plus d'avions possible. Pour sauver du temps au sol. Parce que chaque minute au sol coûte vraiment beaucoup d'argent aux compagnies d'avions. Fait que là, ça, c'est déployé, c'est à Montréal maintenant. Puis déjà là, en date d'aujourd'hui, ils sauvent plus qu'une minute par avion déjà. C'est l'objectif du projet pour se payer, je pense que c'était 45 secondes. Puis on est déjà rendu à 1 minute, puis on n'a pas tout déployé encore. Fait que c'est le genre de projets qui peuvent être vraiment variés où tu peux aller travailler. Tu sais, mettons un autre chantier Chibougamau dans le nord du Québec. Comment t'extrais le plus de valeur de chaque bille de bois?
Fait que, tu sais, est-ce que je la sèche en dedans, je la sèche extérieure, je la rentre où, je la coupe comment, sur quelle machine, comment j'optimise tout ça, comment je les colle. Les autres, ils ont beaucoup de glue lame, tu sais, des grosses poutres en lame collées. Fait que comment j'optimise tout ça. Fait que, tu sais, eux autres, c'est beaucoup un play d'optimisation qu'ils ont fait par rapport à ça. On a fait de la prédiction des ventes. Fait que, tu sais, combien tu vas vendre de quel produit dans chacune des provinces des États américains avec des taux de précision des fois qui vont être de 95%. Fait que là, tu sais exactement ce que tu vas vendre. Donc, dans ce cas-là, tu sais exactement ce que tu devrais acheter comme matière première. Fait que là, ton coût baisse parce que tu n'achètes pas de l'acier pour rien. Tu stockes pas du matériel que tu vendras pas. Fait que là, tout ça fait en sorte que ton ROI vient vraiment, vraiment s'améliorer. On a fait Nationex sur la prédiction des colis que tu vas avoir à livrer le lendemain. Fait que là, si tu sais comment tu as besoin de colis, que tu vas livrer de colis dans cette semaine, la semaine prochaine, mais tu sais comment de chauffeur tu vas caler, les trucks vont devoir être où. Fait que là, tu sauves énormément d'argent là-dedans aussi parce que tu payes pas des minimum calls parce que tu as collé trop de monde, trop de trucks. Fait que tu sais, c'est très large ce qui peut être fait. Écoute, j'en ai continué, mais j'en ai plein. Non, c'est des exemples spectaculaires que tu nous donnes là, puis il y a même beaucoup plus dans ce que tu viens de nous dire. Tu sais, tu vas favoriser le développement durable, tu vas favoriser le fait qu'il y a moins de gaspillage. Clairement, au niveau de la productivité, c'est très clair dans les exemples que tu nous as donnés, comment tu peux améliorer de façon spectaculaire ta productivité. Ben écoute, d'une part, félicitations. D'autre part, les entreprises qui... comment que les employés vous voient arriver, puis c'est quoi l'impact chez les gens dans le concret, là? La réponse, c'est ça dépend. Au début, ils ont peur souvent parce que quand tu annonces le projet, là, on va perdre notre job, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Puis là, quand ils comprennent justement qu'on va chercher leur expertise, qu'on travaille avec eux, puis qu'on vient valoriser leur expertise pour transférer ça à la machine, puis qu'après, ben, ils vont faire des jobs qui vont être plus intéressants que ce qu'ils faisaient, ben là, le mood finit par, commence à changer, puis ça vire de bord. Tantôt, je parlais des gens qui triaient des patates, ben, il y en a aujourd'hui, il y en a une qui s'est spécialisée à dire, OK, ben moi, ma job, c'est de réentraîner quand on a des nouvelles maladies ou on a des nouvelles types de patates. Fait qu'elle est devenue l'experte de la machine. Fait que l'experte de l'IA. Fait qu'on lui a montré, on a fait un système qu'elle peut entraîner elle-même maintenant. Fait que là, elle a fait son échantillonnage, elle fait son labeling qu'on appelle, elle vient dire c'est qu'est-ce qu'il y a. Elle réentraîne ses choses toute seule, puis elle est capable de contrôler ça. Puis avant ça, elle triait des patates avec ses mains, elle avait mal au bras, puis tout ça. Fait que son emploi s'est vraiment transformé. Après ça, il y en a d'autres qui sont allés ailleurs dans le business, même chose. Fait que, au final, tant que la business va bien, puis que la business est en croissance, ben, c'est positif. C'est sûr que si ta business va vraiment pas bien, t'investis, il y a peut-être des coûts que tu peux aller couper là. Mais souvent, on est plus dans quand tu parles aux entrepreneurs au Québec, on manque de main-d'œuvre, on n'est pas capable d'avoir de la bonne main-d'œuvre fiable. Ben, tes gens fiables, tu vas vouloir les utiliser de la bonne façon. Puis ce qui est répétitif puis plate, ben, tu veux leur enlever ça. Il y a personne qui va être contre de dire on travaille mal ou on travaille bien maintenant. Tout le monde va être pour ça. Là. Les conditions de travail vont s'élever juste par rapport à ça. Et chez vous, Ben, la croissance va se faire avec plus d'humains, le même nombre d'humains qui augmente la productivité, une combinaison des deux. Comment tu vois ça? C'est une grosse question. Jusqu'à présent, c'est fait avec plus d'humains. Puis à partir de maintenant, elle va se faire avec les mêmes humains. Pas d'humains additionnels vraiment. Mm-hmm. On en a encore un peu des postes ouverts, là, mais ça va se faire avec beaucoup moins de nouveaux humains, disons-le comme ça. Là. On est en train là, justement de lancer un nouveau produit en ce moment qui vient automatiser une grosse partie du développement. Donc, qui se concentre à dire okay, c'est quoi le besoin d'affaires, puis on va venir écrire ce besoin d'affaires-là avec les spécifications techniques, puis le système va s'écrire en grande partie automatiquement. Fait que ça, comme on disait tantôt, c'est une grande opportunité puis c'est une grande menace. Mais tu sais, nous, on la voit. Puis on a investi au-dessus de 10 millions dans ce projet-là. Tu sais, parce qu'on voit cette vague-là s'en venir. Là. Fait que juste pour nous. Là. Fait que des fois, on voit des entreprises qui font 200-300 millions de chiffre d'affaires puis on a de la misère à mettre 2-3 millions sur la table pour faire des projets. Puis tu dis, nous autres, dans notre terre, on en met 10 parce qu'on le voit, ce qui s'en vient. Fait que tu sais, c'est ce genre de risque-là, si on veut gagner, puis pas juste gagner au Québec, là, tu sais, on veut créer des champions, tu sais, on en parlait un peu tantôt, là. On veut créer des champions, on veut créer des entreprises qui gagnent au niveau canadien, qui gagnent au niveau américain, international. Puis on est tous en adoration là, devant Couche-Tard, puis ces gros joueurs-là, puis on nous dit, hey, c'est hot, on a une belle entreprise, puis c'est un fleuron.
Puis, mais de l'autre bord, ben, tu sais, des fois, on se dit, on dirait qu'on veut pas devenir le prochain couche-tard. Fait qu'il faut pas avoir peur d'essayer d'aller se battre sur un marché plus grand. Puis, tu sais, la planète, c'est gros, là. Puis, il y en a de la business, là. Mais il faut être outillé parce que les autres aussi, ils s'outillent. Puis, ce qu'on a aujourd'hui, eux autres, ils ont accès. Puis, quand tu regardes les stats, ils l'utilisent plus que nous autres. Fait que là, on commence déjà à tirer de la patte. Puis, ça devient, à un moment donné, une course qui est comme une exponentielle. Ça devient comme une courbe exponentielle. Ouais. La personne, comme on dit tantôt, qui l'investit, son argent, après un an, puis son projet a un ROI d'1 an, mais après cette année-là, mettons son million, il y a un autre million disponible gratuit comparé à toi qui peut faire un deuxième projet. Puis ça, 2 millions, ça devient 2, ça devient 4, ça devient 8. Puis là, toi, quand ça fait 4 ans que tu n'as pas embarqué parce que ça a commencé en 2020, puis on est rendu en 2025, mais le gars qui est rendu là puis qui est rendu à 16 millions sur le bottom line là, d'optimisation année après année qui rentre de plus, là, dépendamment de la grosseur de ta business, on s'entend. Essaye de le rattraper. Là. Sa capacité d'investissement à lui devient beaucoup plus grande. Puis là, son argent, il peut la réinvestir, oui, en tech, il peut la réinvestir dans d'autres machines, il peut la réinvestir dans le développement de marché. Fait que ça devient dur à rattraper. Tant que tu es au début de la courbe du hockey stick, ça va, là. Mais plus que tu laisses la parade passer, plus que le hockey stick devient à pic. Plus ça devient dangereux. Fait que faut pas avoir, on se bat sur une tarte mondiale, puis ça, faut pas l'oublier. Hein. On t'a connu aussi à travers, on parlait un peu d'être humain, maintenant on a parlé beaucoup de technologie, mais ta business, c'est deux choses, hein, c'est des êtres humains puis de la techno. Exact. Vous avez été pas mal créatif aussi dans votre façon de monter votre culture organisationnelle chez vous. Comment vous avez organisé votre culture puis tout le leadership des êtres humains dans ton entreprise pour que ça suive le hockey stick, ça aussi, pour te citer. Le hockey stick, oui. On a toujours été très proche de nos gens. On a 4 valeurs, puis on a toujours été proche de ces valeurs-là. Fait que, dans l'ordre et dans le désordre, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Là. Fait que, on se dit les vraies affaires. Fait que, c'est basé sur le livre Radical Candor de Kim Scott. Tout se dit si tu le dis bien, puis ça devient c'est comme un cadran. Là. Si tu dis à quelqu'un tout ce que tu as à dire, puis à quel point tu cares pour cette personne-là. Fait que si je te dis tout ce que j'ai à te dire, puis je me fous de toi, ça devient une agression pure, net fait sec. Si je care beaucoup pour toi, puis je te dis rien, parce que je te protège, ben là, je te nuis, parce que je care pas pour toi, puis en plus, je te dis rien. Fait que tu es rendu là, tu devrais être parti, ça sert à rien. Si je care beaucoup pour toi, puis je te dis rien, mais là, je suis un papa poule, puis je te protège puis je t'aide pas à grandir parce que je vais te protéger. Oh, pauvre petit, faut pas que je dise qu'il a fait ça mal, mais en même temps, il s'améliore pas puis tu vas mourir dans ce coin-là. Puis à l'inverse, tu vas être dans le cadran du haut où je care pour toi puis je te le dis parce que je care pour toi puis voici comment tu devrais t'améliorer. Fait que ça, c'est une de nos 4 valeurs puis ça fait partie des choses qu'on a dans notre management. On a le couteau entre les dents. Fait que là, ça, c'est... quand on prend un projet, quand on dit qu'on fait quelque chose, on va le faire, on va l'amener au bout. Puis ça touche aussi au concept d'extreme ownership qu'on a chez nous, qui est comme un livre c'est un livre de Jocko Willink, ça que vous pouvez regarder, qui est un ancien Navy SEAL, puis qui explique un peu le concept d'extreme ownership, là, en voulant dire, s'il y a quelque chose qui se passe, commence à regarder toi, c'est quoi ta responsabilité là-dedans. Puis c'est fort probablement en grande partie de ta faute. Il y a des choses que tu n'as pas faites. Ça peut être que tu n'as pas l'idée par en haut, tu n'as pas l'idée par en bas, t'as pas. Arrête de mettre le finger sur les autres. Là. Regarde ce que toi, tu aurais pu faire. Puis après, il y a peut-être des choses qui vont tomber sur que les autres vont avoir leur propre ownership, mais il y a définitivement des choses que tu n'as pas faites. Puis, il y a plein d'exemples dans son livre qui sont super intéressants. Puis même en audiobook, sa voix est quand même vraiment grave. Fait qu'il est le fun à écouter, mais il est quand même assez intéressant. L'autre, c'est on prend soin de notre monde. Fait qu'on a toujours pris soin de notre monde, puis on investit beaucoup dans le volet de cette culture-là. Là. Fait que quand tu regardes, si vous regardez, mettons, des fois, notre page culture ou ce qu'on fait en général, les gens sont là, wow, ça doit même l'air hot chez vous. On dirait que c'est comme Google, travaillez-vous pour vrai? Fait que le monde pose cette question-là, mais en même temps, ça va avec le work hard, play hard. Là. Fait que c'est fait qu'on prenne soin de notre monde, on travaille, on a le couteau entre les dents, mais on prend soin de notre monde. Fait que c'est la version française de work hard, play hard. Fait qu'on en donne beaucoup à nos gens, mais ils nous en donnent beaucoup, puis on leur en donne beaucoup. Puis le dernier, on est audacieux et innovant. Fait que quand on vient faire n'importe quoi qu'on fait, on va être audacieux, puis on va toujours regarder le volet innovation. Que ce soit un projet client ou quelque chose pour nous autres, ça fait toujours partie de notre ADN. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a bâti cette culture-là from the ground up, là, avec nos différentes équipes.
Puis, ben, au fur et à mesure, c'est sûr que tu grandis, ben là, ça t'amène certains défis organisationnels. Là. Faut que tu développes des managers, faut que tu développes des managers de managers. Fait que t'as toute cette poutine-là, mais ce qui te ramène toujours à ton core, c'est vraiment tes valeurs. Tu sais, des fois, on a des valeurs sur le mur, le monde dit « Ouais, on a des valeurs sur le mur », mais c'est parce que tu les utilises pas. Puis quand tu donnes ton feedback, utilise tes valeurs. Quand tu donnes ton évaluation à la fin de l'année, évalue en fonction de tes valeurs. Quand tu choisis un client, si tu vois que ça marchera pas, choisis-le en fonction de tes valeurs. Quand tu choisis un employé, dans ton processus d'entrevue, choisis-le en fonction de tes valeurs. Si tu sais que le gars, il a pas le couteau dans les dents, ou tu sais qu'il est pas capable de te dire les vraies affaires puis qu'il va être un politicailleux, là, ben, on va le flusher. Il est peut-être bien bon techniquement, mais il ne fêtera pas chez nous. Puis si jamais on se trompe, ça arrive des fois qu'on se trompe là, au niveau du recrutement, ben, à un moment donné, la culture est rendue tellement forte qu'il va se faire éjecter assez rapidement parce qu'il va, tu sais, les signaux vont lever partout. Ils vont dire, voyons, ça marche pas. Ben, la machine va l'éjecter de soi. Là. Quand ta culture est rendue assez forte, là, ça te permet ça. Là. Ce qui est le fun aussi. Puis, c'est quoi le genre d'initiative? Tu as parlé un peu de « on prend soin de notre monde ». Quel genre d'initiative vous faites chez vous qui vous rend funky, intéressant? J'ai la misère à les dire, là, mais tu sais, mettons un exemple, là, comme la semaine prochaine. Lundi, on a toujours une coiffeuse qui vient au bureau une fois par mois. Fait qu'elle vient faire les cheveux à tout le monde. Fait que ça t'évite de sortir, prendre un rendez-vous, d'aller chez la coiffeuse, faire 1 heure ou 2 de job ou d'aller faire ça avec tes enfants. Elle vient, t'es assis à ton bureau, tu travailles, elle vient te voir, elle dit hey, c'est à ton tour. Tu te lèves, elle te coupe les cheveux, ça fera 20 minutes après, t'es rassis puis tu continues à travailler. Fait que, tu sais, ça, on a fait, des fois, on le fait pour laver les autos dans le stationnement. On a tous les programmes là, on a toutes les activités qu'on fait. On a pas un club social, parce que c'est nous autres. Un comité d'activité, genre. C'est pas un club social dans le sens où c'est tout on us, c'est tout nous autres qui s'en occupent, puis qui payent, puis qui fait tout ça. Mais des activités, on en a plusieurs fois par mois dans différentes affaires. Chaque équipe a des budgets aussi d'équipe. Fait que une équipe, c'est peut-être 5-6 personnes. Chaque équipe a des budgets pour faire des activités d'équipe, de team building tous les mois. On a des activités aussi en lien avec tout ce qui est plus le volet philanthropie, vu qu'on a un comité philanthropie aussi. Fait que nos dons corpaux qu'on fait, on les fait à travers notre comité interne. Fait que les gens qui peuvent s'impliquer. Notre horaire est hyper flexible. Les gens peuvent... Il n'y a pas d'heure, c'est pas 8 à 5. Là, tu peux tant que tu t'arranges avec ton équipe, puis ça fait du sens. Ton horaire est hyper flexible. Même chose pour les vacances, puis ces choses-là, c'est très flexible. Tu peux faire ta semaine en 4 jours si tu veux. On a les vendredis sans meeting, dépendamment des projets. Il y en a qui disent nous autres, on travaille tout le vendredi, on va le faire. Il y en a d'autres qui disent non, nous autres, c'est correct, on le prend le vendredi sans meeting, on aime ça. Fait que c'est vraiment une latitude. Tu peux choisir, tu veux travailler 35, 37, 40 heures semaine. T'sais, fait que quand t'arrives, tu dis, moi, j'aimerais ça être une base de 37,5. Fait que tu travailles sur 37,5. L'autre qui dit, moi, j'ai une jeune famille, j'ai plein d'affaires à faire, la garderie, ça m'arrange plus sur 35, mais moi, je travaille 35. Puis il y en a des jeunes qui sortent de l'école qui disent, moi, je veux faire 40 parce que j'ai le couteau dans les dents, puis je veux faire plus d'argent. Ben, ils vont le travailler sur une base de 40. Fait qu'on a vraiment une flexibilité très grande qu'on met là-dedans. Puis je pense que les gens apprécient ça, cette liberté-là, puis cette confiance-là qu'on leur fait. Là. Puis toi, tu sais, écoute, t'es parti de 2011 à aujourd'hui, il y a un méchant bout de chemin de fait. Comment tu fais, toi, pour te développer à ce stade-ci de ta business, puis avec tout ce qui s'en vient dans le futur? Comment toi, Kevin, tu t'amènes au prochain niveau? Oui, ça, c'est une bonne question. Pendant ces années-là, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'ai fait plein d'affaires là, à travers. J'ai fait les programmes de leadership de la BDC, puis plein de choses. Aujourd'hui, je continue toujours les audiobooks. Tu sais, je fais souvent de la route aussi. Ouais. Fait que j'aime bien les audiobooks parce que ça me permet de faire 2 choses en même temps. Fait que j'en écoute énormément. Les livres quand j'ai le temps. Fait que ça, j'essaye des fois quand j'ai le temps de relaxer la fin de semaine là-dessus. Je lis beaucoup parce qu'en nous autres, en IA, il y a beaucoup de choses qui sortent de façon en continu. Fait que j'aime ça, rester quand même les mains dedans. Fait que des fois, je m'assis une journée, ça peut être la fin de semaine, là, je vais m'asseoir puis je vais retomber dans mon volet tech d'enfance, ouais. Dans le sens où je vais aller jouer dans l'IA directement puis je vais monter des affaires. Puis là, des fois, je reviens puis j'arrive au bureau, je vous ai fait ça pour le département, je sais pas, d'acquisition. Hey, je vous ai monté des agents qui vont identifier des targets dans les villes puis ça file tout, puis ça fait tout pour vous autres. Fait que
ça me permet, moi, de rester grounded, de savoir exactement ce qui se fait. Fait que, puis de continuer à rester très actif là-dedans. Après ça, on a toujours du monde entrepreneur autour de nous autres, qu'on jase, qu'on essaye de garder très proche, puis avoir des bonnes discussions, puis être capable de se challenger là-dessus. D'avoir un bon CA aussi, ça aide. D'aller chercher. Quand t'as des gens de haut calibre sur ton CA, ça t'aide à te coacher aussi. Puis ça, on a fait le choix d'aller chercher des gens qui étaient quand même super pertinents vers où on s'en allait. Fait que là, on est allé chercher l'ancienne CEO de Google Canada, qui est sur notre conseil d'administration. Puis on est allé chercher le CFO, l'ancien CFO, les step-down de Coveo. Fait que, tu sais, Coveo sont rendus publics, ils ont levé jusqu'à 1 milliard. Ils étaient CFO de Taleo à l'époque, qui ont vendu 2 milliards à Oracle. Fait que là, on va chercher des gens qui vont nous amener à la prochaine étape. Le but, c'est quand tu joues au hockey quand t'es petit, pas à jouer contre les moins bons, tu vas devenir bon, tu vas jouer avec les meilleurs. Fait que c'est ce qu'on essaye de faire. Écoute, notre entrevue tire tranquillement à sa fin. On est écouté par des entrepreneurs comme toi. C'est ça le genre de monde qui vont écouter le podcast. Tu as beaucoup parlé dans l'entrevue. Moi, ce que je retiens beaucoup sur les gens, l'espèce d'hésitation à aller de l'avant ou peut-être on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'un entrepreneur peut écouter ou lire? C'est pas pour devenir le gars qui va faire le projet d'IA, mais un blog, un podcast, une lecture que tu recommanderais qui va commencer à initier ce désir-là de dire hey, écoute, la vague est déjà là. Je reprends ton analogie de tu sais, embarque, let's go, ça presse, mais pour ouvrir un peu ça, qu'est-ce que tu recommanderais? Je pense que pour ouvrir, faut que tu y goûtes un petit peu. Là. Fait que, parce que lire, c'est une chose, mais il faut que tu y goûtes. Fait que prenez-vous les versions payantes, là, que ce soit de ChatGPT ou de Claude, là, Anthropic, si vous ne connaissez pas, qui est vraiment puissant. Puis là, Google vient de revenir dans la course comme leader récemment avec Gemini 3. Mais tu sais, prenez les versions payantes de ça, puis demandez-leur des tâches assez complexes. Là. Puis il faut apprendre après ça à faire les bons prompts dans un premier temps. Ça vous permet juste de vous ouvrir les yeux. Là. Puis un bon livre pour ça, ça s'appelle des AI-Driven Leader. Puis c'est Jeff... c'est quoi AI-Driven Leader? Puis c'est Jeff... C'est quoi son nom? Parce que je me rappelle pas c'est quoi son nom. Ouais, écoute, avec le titre, si vous cherchez ça, vous allez le trouver. Ouais. C'est Jeff Woods. Jeff Woods. The AI-Driven Leader. OK. Exact. Fait que Jeff Woods, puis il va vous donner un peu un premier système pour travailler avec les LLM, puis les ChatGPT, les Claude de ce monde, les Google de ce monde, pour dire, OK, mais comment tu poses une bonne question? Parce que souvent, le monde pose une question avec une ligne genre, je veux que tu fasses ça. Ouais. Mais un modèle d'IA ne sera pas bon. Il faut que tu comprennes dans ton modèle d'IA qu'ils ont été entraînés, on appelle ça des Large Language Models, ils ont été entraînés sur tout le texte qui a été écrit, qui ont curaté, qui ont sélectionné de l'humanité, puis ils ont entraîné là-dessus. Puis quand tu lui donnes un prompt, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de prédire le prochain token. Fait qu'un mot, par exemple, ça peut être 2-3 tokens. Fait que grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça essaye de prédire c'est quoi le token qui vient après, en fonction du contexte que tu lui as donné. Le contexte que tu lui as donné, c'est ton prompt. Fait que plus que tu lui donnes de contexte, tu lui dis je suis un conseiller financier, médecine, whatever que tu veux mettre. Mais là, tu viens déjà orienter l'attention du modèle sur OK, on est dans le space de la médecine. OK, tu es spécialisé en cardiologie. OK, là, on narrow down encore un peu. Puis plus de contexte que tu lui donnes, plus qu'il s'en vient dans un espace où, quand il va prédire le mot d'après, ben il va être plus précis parce qu'il va le faire dans le contexte de ce que tu lui as donné. Ouais. Plus que tu es à haut niveau et tu donnes juste une phrase, ben plus que ça peut être n'importe quoi. Fait que là, donnez-y le plus de contexte possible. Après ça, dites-lui c'est quoi son rôle. C'est quoi ton rôle? C'est quoi que je m'attends? Je veux que tu agisses comme Steve Jobs, je veux que tu agisses comme Bill Gates, je veux que tu agisses comme Elon Musk dans ce dossier-là. Puis c'est pas tout le temps ça, là. Ça, des fois, c'est quand tu as des grandes affaires. Ouais. Mais des fois, tu veux dire, je veux que tu agisses comme un comptable certifié IFRS sur tel dossier. Puis après ça, là, tu lui dis, pose-moi des questions, une par une. Si tu n'as pas compris, si tu manques de contexte, tu me poses des questions. Fait que servez-vous de la machine pour vous poser des questions. Puis finalement, tu lui donnes ta tâche. Fait qu'une fois que tu as tout ça, ta tâche, c'est de me donner un rapport qui fait whatever, X, Y, Z. Fait que ça, c'est déjà un système qui est intéressant, qui permet d'embarquer et de dire, oh, OK, je peux faire ça avec l'IA. Fait que ça commence déjà à allumer des lumières qui sont super intéressantes. Après ça, c'est sûr que tu descends plus technique là, sur des mailing lists comme therundown.ai.
ça, tout ce qui sort en continu va être là-dessus. Fait que c'est vraiment intéressant. Nous, on en a une mailing list aussi que vous pouvez vous abonner qui s'appelle Horizon AI qui permet justement de donner des grands concepts de ce qui s'en vient. Horizon AI? Horizon AI? Exact. Okay. Horizon AI, ouais, vous l'avez sur LinkedIn puis sur notre site, je pense, là, aux deux places. Fait que c'est de commencer à être curieux par rapport à ça. Je pense que c'est le mot d'ordre, ça, d'être curieux. Tout à fait. Parce qu'il y en a tellement qui sortent à tous les jours que tu ne seras pas capable de tout lire. Fait que choisis-toi un certain digest, certaines mailing lists, puis commence avec ça, puis commence surtout à l'utiliser. Tu sais, au quotidien, si tu t'en vas pour chercher dans Google, ben dis-toi, c'est probablement pas la bonne affaire que je veux faire. Je devrais pas chercher, je devrais poser une question avec du contexte dans peu importe c'est quoi le modèle que tu vas utiliser. Puis là, commencer à changer ça tranquillement pas vite, va commencer à t'allumer certaines lumières. Puis là, tranquillement pas vite, tu vas rentrer dans OK, bon, l'agentic. Fait que si je suis capable de poser ça, qu'est-ce que ça fait si j'enchaîne 8 questions comme ça? Tu sais, maintenant, je vais vous donner un exemple. Nous autres, on en regarde pour des acquisitions Ontario aux États-Unis. Fait que là, la première étape, on a fait des modèles juste avec Gemini, là, tu vas lui dire aide-moi à trouver des entreprises. Puis là, tu donnes tous tes critères que tu veux dans la région de Toronto. Puis là, tu dis tout, c'est quoi tes qualifications, tes disqualifications, tout ce que tu veux avoir, pas avoir. Puis là, ben, ton prompt, là, au final, c'est pas une ligne. Là. Souvent, c'est une demi-page ou un vrai prompt, ouais. là, ça va être 1000 lignes. OK. Puis là, tu vas y en donner. Puis ça peut être plus que ça. Là, ça peut être aussi large que le contexte te permet d'en mettre. Parce qu'un AI a un contexte maximum que tu peux mettre d'infos, là, mais t'en mets le plus possible. Fait que là, moi, il part... Il fait des recherches sur Internet, il cherche les sites, il regarde, puis il me sort des listes de compagnies que je peux acheter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je dis, OK, parfait, qualifie-moi ça. Fait que ça pourrait marcher pour des leads aussi, puis du développement d'affaires. Ouais. Fait que tu dis, toutes ces compagnies-là que j'ai identifiées qui seraient potentiellement des bons clients ou des bonnes cibles d'acquisition, maintenant, je veux que tu creuses ça dessus. Fait qu'il va aller chercher sur LinkedIn à ta place. Il va aller voir là, c'est quoi son produit. Il va aller voir c'est quoi qu'il fait, dans quelle région ils sont, c'est quoi le nombre d'employés. Dépendamment de ce que tu veux chercher, tu peux tout donner ça déjà comme commande à ton AI. Puis finalement, après ça, tu dis, OK, maintenant que tu les as identifiés, que tu as regardé lesquels tu as prédisqualifiés, maintenant, ceux-là que tu juges qui sont bonnes, là, tu vas me faire une analyse détaillée de ça. Puis ton modèle, il va peut-être rouler pendant 2 heures, là. Mais c'est pas grave, après 2 heures, tu vas avoir une job qui t'aurait pris des semaines avec quelqu'un à l'interne à faire ça. Puis après ça, tu prends ça, puis tu dis à ton équipe de développement d'affaires, ou dans mon cas, à mon équipe de corporate development, mais voici une liste de cibles. Je t'ai donné déjà toute l'info que tu as besoin de savoir. Tu peux déjà crafter le bon email, la bonne affaire. Puis là, j'espère que tu vas utiliser l'IA pour crafter le bon email pour envoyer ça à la personne. Puis là, ben, tu peux tout chaîner ça ensemble pour dire, je vais faire un système multi-agent. Fait que là, quand je te dis, trouve-moi des targets à Chicago, ben, ça va tout faire ça en séquence. Puis tu vas juste recevoir un message dans Teams ou dans Slack qui dit, voici le résultat de ta recherche. J'ai trouvé toutes ces cibles-là que tu peux contacter. Puis là, tu peux pousser plus loin encore. Je vais le mettre dans le CRM, je vais le mettre. Fait que ça commence à t'ouvrir des lumières puis des réflexions quand tu commences à jouer avec ça puis de commencer à aller avec des plus gros prompts. La seule chose, c'est que ça, c'est un des specs de l'IA qu'il faut se rappeler. Là. Les LLM, là, tout le monde en parle. Puis l'agentic, c'est basé là-dessus, mais c'est juste un des specs de l'IA. Il y a d'autres specs qui est tout le spec visuel. Fait que l'analyse de tout ce qu'un humain peut voir en 3 secondes. Je vous ai fait ça avec un IA aujourd'hui, faites plus ça à la mitaine. Fait que ça, c'est un autre type d'IA qui existe. Après ça, tout ce qui est comme on disait tantôt, la prédiction, les time series, comment je vais prédire dans le temps ce qui va se passer, basé sur plein de facteurs externes. Donc, prédire mes commandes, comme on avait dit tantôt, prédire mes ventes, prédire le nombre de colis que je vais livrer demain. Mais ça, c'est un autre type d'IA qui tombe pas dans les LLM. Mais là, ça encore, faut que tu regardes ce qui se passe puis tu lis à propos de ça. Puis après ça, ben, tu as tout le volet recherche opérationnelle, qui est un autre spec de l'IA, qui est comment tu optimises, sachant que tu as 1000 contraintes, c'est quoi la meilleure solution pour tes 1000 contraintes. Puis c'est souvent ça qu'on va voir dans le manufacturier puis dans les entreprises. Là, souvent, c'est un mix de ces modèles-là. Fait que ça va être un modèle pour comprendre, un LLM pour venir comprendre puis t'aider à interagir. Après ça, un modèle de prédiction pour forecaster ce qui va se passer, puis ton modèle de contrainte qui va venir driver tout ça, parce que si t'as une contrainte qui fait que c'est pas viable, ben tu veux gérer ça. Fait que souvent, les projets vont être multimodèles. Tu vas avoir plusieurs types de modèles là-dedans. Mais là, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes tout ce qui se fait. Fait que je commencerai par là, commencer par les LLM, commencer par creuser les mailing lists, un livre comme AI Driven Leader. Déjà là, ça aide beaucoup à commencer. Ben merci pour ce partage. C'est un mélange d'excitation et
d'effroiement ou de frayeur. Ouais, un peu. Il y a un peu des deux, mais j'aime bien l'aspect excitant de tout ce qui se passe sur cette planète qui est maintenant disponible avec tout ce que tu nous as raconté. Je t'aurais vraiment écouté plus longtemps que ça, nous conter tout ça. Va falloir qu'on te réinvite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, au-delà de ce que tu nous as amené comme valeur au niveau de l'intelligence artificielle, je suis un grand fan des 4 valeurs que vous avez, que vous faites vivre chez vous et de la façon très simple de les phraser avec des mots que tout le monde comprend. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Ben, je pense que c'est le plus important dans une business. Là. Les valeurs, on se le fait dire souvent quand t'es jeune, t'es un jeune entrepreneur, tes valeurs sont importantes, puis tu fais comme moi, oui, puis tu les mets sur le mur, mais tu le réalises pas vraiment jusqu'à temps que tu le frappes. Ouais. Puis à un moment donné, quand tu le comprends pas tant que t'as pas compris, puis ça, c'est tough, puis il faut vraiment que tu fasses tout avec tes valeurs, puis ça, je pense que c'est le déclic qui est vraiment dur à faire. Mm-hmm. Tout à fait. Normand, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, Kevin. Ben, premièrement, merci pour ta grande générosité là, avec l'entretien qu'on a eu avec toi aujourd'hui. Puis moi, je lance vraiment un cri d'alarme presque aux entrepreneurs qui nous écoutent. Si dans votre modèle d'affaires, vous n'avez pas encore intégré de l'intelligence artificielle pour vous accélérer, pour augmenter votre productivité, votre profitabilité, votre positionnement dans votre marché, c'est une erreur, là. Envisagez ça le plus rapidement possible. Puis comme tu l'as dit, faut pas avoir peur d'investir puis d'innover. C'est ça qui va garantir notre survie ou notre positionnement de façon stratégique dans le marché dans lequel on se trouve. Fait que merci, Kevin, de ce message-là. Ouais, la vraie question, je pense, à laisser les gens, là, c'est qu'est-ce qui va arriver si vous investissez pas? Ouais. Et non pas qu'est-ce qui va arriver si vous investissez, mais faites l'exercice inverse. Là. Ouais. Si j'investis pas, puis mon compétiteur le fait, puis il vient chercher des 10, 15, 20, 30, 40% de productivité, qu'est-ce qui se passe sur ma business? Ça, je pense que c'est la vraie question à se poser. Merci. Et cette question-là, merci beaucoup, Kevin. Super, merci messieurs. Très apprécié. Alors, Kevin, on ne te laisse pas aller tout à fait tout de suite. On a encore quelques petites minutes. On va te poser quelques petites questions courtes, réponses courtes en rafale. Fait que c'est la partie de l'entrevue où est-ce que tu prends ton cerveau, tu mets ça dans un petit bocal à côté, puis tu réponds sans trop réfléchir. On va s'en faire quelques-unes, puis on va s'assurer de finir à temps. Combien de minutes on a besoin, Félix, pour juste le download? Ça va bien, tout le monde est à 99, c'est presque instantané. On est presque instantané. Parfait. Alors, Kevin Moore, quelques questions en rafale. Quelle est ton heure H d'entrepreneur? Mon heure H. Ouais, je sais pas non plus ce que ça voulait dire. J'espérais que tu le saurais. On va skipper d'abord. Je pensais que ça serait quelque chose lié de ton domaine. À moins que l'heure que je me lève, là, mais non, je sais pas c'est quoi mon heure H. On va laisser faire ça. Une habitude matinale indispensable pour toi? Prendre mon café. La première affaire que je fais, c'est quand j'arrive au bureau. Souvent, je vais prendre mon café, puis je vais m'asseoir, puis je vais parler au monde. J'aime ça, être connecté avec les gens, puis à tous les niveaux, là, pas juste mon équipe, là, mais je m'assis dans la cafétéria, au bar, puis je prends mon café, puis je jase avec le monde qui arrive. Le livre qui a le plus influencé ta vision du leadership? Eh boy, il y en a beaucoup. Je vais y aller avec... allons-y avec Extreme Ownership. Extreme Ownership, ouais, tu as nommé ça tantôt, ça avait l'air intéressant. Ouais. Le plus grand risque que tu aies jamais pris dans ta carrière? On prend toujours des risques comme entrepreneur. Bonne question. Je te dirais, celui-là qu'on va prendre en ce moment de lancer un produit puis de s'expansionner en Californie. Là. C'est quand même un gros... C'est le plus gros reward qu'on vise, donc c'est probablement le plus gros risque. Normalement, c'est lié, effectivement. Exact. En 30 secondes, comment tu tentes de convaincre un client sceptique par rapport à l'intelligence artificielle? Souvent, on va essayer d'y montrer. C'est la meilleure façon de parler, c'est d'imager des choses. Fait je vais lui montrer des use cases. Je vais lui montrer des clients qui l'ont fait, peut-être pas directement dans son domaine, ou s'il y en a, directement, je vais faire ça, mais sinon, je vais vraiment lui montrer des use cases de gens qui l'ont fait, puis c'est quoi le produit, puis je vais dire appelle le client. Ça, c'est la meilleure façon. Effectivement. Appelle-le, tu vas le voir. Crois-moi pas, crois quelqu'un qui l'a fait, puis that's it. Exact. Une technologie que tu surveilles de près actuellement?
Deux choses. Ben, la robotique, j'ai hâte de voir où ça va aller, la robotique humanoïde. Très intéressé d'en avoir un chez nous pour faire le ménage. Puis qu'on va être capable. Si vous avez regardé, vous regardez les robots Figure puis Tesla, là, tu peux lui dire va me faire un café, va vider l'épicerie dans le char. Ils vont tout faire ça là, automatiquement l'année prochaine. Puis c'est genre 30-40 000. C'est le prix d'un char. Puis tu as de l'aide à domicile pour faire tes affaires. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis l'autre que je regarde vraiment du coin de l'œil, c'est le quantum. L'AI a besoin de beaucoup de capacité de calcul. On pense qu'on est bon aujourd'hui en AI, puis là, il y a plein de monde qui achète des cartes, des actions d'NVIDIA, puis tout ça. Puis c'est correct, c'est les meilleures cartes graphiques pour entraîner. Par contre, la journée où le quantum va arriver, c'est genre exponentiellement plus rapide. Ça va quand même faire peur à la puissance que l'IA va prendre le moment où le quantum va résoudre ses problèmes d'erreur. L'erreur que tu ferais volontiers, encore une fois, pour apprendre? Pour apprendre, que je referais. Bonne question. En fait, des fois, tu veux pas parce que tu as eu mal, mais après ça fait que c'est sur le reward. Ben, pas engager les bonnes personnes. Je voudrais pas la refaire. Si j'aurais quelqu'un qui me dirait fais pas ça, je le ferais pas, mais de l'avoir vécu des fois, maintenant, bien t'entourer, là. En fait, la réponse, c'est ça. Là. Si t'es vraiment bien entouré, ça va tellement mieux, tellement plus vite, tellement plus fluide que de pas l'être. Fait que de l'avoir vécu puis d'avoir vécu l'autre bord, je le referais n'importe quand. Par contre, si je pouvais me sauver le pain, je me sauverais le pain. On se comprend. Une phrase clé que tu répètes à ton équipe? Essayer de prendre du recul toujours. Là. Tu sais, quand tu regardes une situation, d'essayer de zoom out, then zoom in. Là. Prendre la hauteur, regarde le problème, puis une fois que tu as compris la globalité de ton problème, là, tu peux aller dans le détail, mais des fois, zoom out, puis après ça, zoom in, je pense que c'est un bon... Je t'en pose une dernière pour être bien sûr de respecter ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, meilleur humain, meilleur monde? Pour moi, ça veut dire tout ce qui... On a tout un rôle à jouer, là, comme humain, même comme compagnie au final. Là. Une compagnie, c'est un assemblage d'humains, là. Si tout le monde travaille dans le bon sens, tout le monde contribue à être meilleur, que ce soit justement les projets qu'on va faire nous autres qui vont avoir un impact sur l'environnement, qui vont avoir un impact sur l'agroéconomie. On travaille avec Centraide pour les aider à définir leurs dons. Fait que, ce genre de mouvement-là, ben, va faire en sorte que le monde va être meilleur. Le monde qu'on va laisser va être meilleur que celui qu'on a eu au départ. Puis ça s'amène aussi même au niveau des humains. Fait que si on investit dans nos humains, puis eux, ils sont bien là-dedans, puis qu'on les implique là-dedans, ben, hopefully, ils vont être capables, eux autres aussi, d'avoir un impact sur la société de demain. Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Kevin. Vraiment. Bien, merci, messieurs. Très apprécié. Vertico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois.